Il est 20 h, la suite de votre émission en direct sur BFM TV. Donc, des difficultés pour trouver de l'essence et un appel à une mobilisation interprofessionnelle pour mardi. Nous allons revenir sur ces différents sujets avec Sophie Binet. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes membre de la commission exécutive confédérale de la CGT. À vos côtés, Benjamin Haddad, qui représente la majorité présidentielle, le parti présidentiel Renaissance à l'Assemblée nationale. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes aussi avec Bernard Sananès de l'Institut ELAB. Bonsoir Bernard. Vous nous direz ce que pensent les Français de ce mouvement, puisque vous les avez sondés. À côté de vous, Alexis Giberg. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes le président de l'Organisation des transporteurs routiers européens. Et bonsoir Emmanuel Anison. Vous êtes grand reporter à l'Obs. Vous suivez les mouvements sociaux, les mouvements contestataires. Vous nous direz ce que vous sentez ou pressentez de ce qui est en train de se passer actuellement. Tout d'abord, on va filer à Clamart. C'est tout près de Paris. Retrouver Antoine Forestier qui est sur place pour nous. Bonsoir Antoine. Donc c'est une station essence où vous vous trouvez. Bonsoir. Il y a encore des gens manifestement qui viennent faire le plein ou tentent de venir le faire. Oui, il reste 1 heure pour pouvoir le faire. La station ferme à 21 h. Il n'y a plus que du gasoil. C'est le cas de Daniel qui est à mes côtés. Quand on a une voiture qui roule au gasoil, c'est plus facile de trouver de l'essence. C'est plus facile que de trouver de l'essence, oui. Mon fils qui roule beaucoup et qui est en essence, je l'ai appelé pour lui dire qu'il y avait du gasoil et il a failli faire demi-tour. Mais il n'y a plus que du gasoil ici. Comment vous vivez cette situation qui se prolonge ces derniers jours? C'est pas trop compliqué pour moi parce que j'habite à 1,5 km. Donc ça fait 3 jours que je fais mon sport. Je marche 1,5 km le matin, le soir, le midi. Ça me fait du bien. Donc j'ai pas trop galéré, mais il y en a qui galèrent énormément. Ouais. Non, moi je fais partie des privilégiés. J'ai mon magasin qui est ici, j'ai ma maison qui est à 1 km. Donc je suis pas trop impacté. Merci beaucoup Daniel. On va vous le montrer, Daniel, qui respecte à la lettre la règle dans cette station. 29,99 litres. La limite, Baptiste Keïta va vous le montrer juste en tout ça, y est, on est passé à 30. La limite était à 30 litres de carburant par véhicule. Daniel fait partie des bons élèves parce que je vous le disais tout à l'heure, on en a vu d'autres qui ont largement dépassé cette limite, mais le gérant de la station nous le disait, il ne peut pas faire la police. La police d'ailleurs qui était présente ici tout à l'heure puisque certains patients se plaignaient de ne pas pouvoir se servir en sans-plomb. Il restait quelques centaines de litres dans les cuves. La police est intervenue, chacun est reparti avec 10 litres et la situation est redevenue calme ici. Merci beaucoup Antoine. Antoine Forestier, Baptiste Keïta, donc à Clamart ce soir pour BFM TV. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez, que parmi les 7 raffineries que compte le pays, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 2 qui appartiennent à ExxonMobil où la grève est levée et le groupe annonce 2 à 3 semaines pour un retour de production à la normale. Monsieur Giberg, quelles sont les implications pour vous là, maintenant, et combien de temps ça va prendre pour revenir à une normale aussi? Écoutez, alors la situation, les implications sont pour les transporteurs routiers que l'OTRE représente, donc transporteurs routiers de marchandises comme de personnes, sont évidemment critiques. À partir du moment où nos véhicules ne sont plus alimentés en carburant et pas suffisamment alimentés, nous avons des problèmes d'accès aux stations-service pour les plus petites entreprises, les PME du transport routier, mais nous avons aussi des problèmes d'approvisionnement dans les cuves, dans les réseaux de distribution professionnels. Donc, situation critique, fragilité ambiante et je dirais que le deuxième point qui est quand même majeur, c'est une vraie absence de lisibilité sur la manière dont tout ça pourra reprendre. Donc ça veut dire, pour exprimer les choses clairement, que ces entreprises-là n'ont pas de, sauf si elles sont de santé, elles n'ont pas d'accès privilégié à des stations. Pas suffisamment, et seulement pour certaines de nos entreprises. Par exemple, évidemment, nous avons des adhérents ambulanciers. Bon, donc ils ont des accès aujourd'hui clairement identifiés comme prioritaires. Nous avons aussi pour le transport scolaire et je dirais un certain nombre d'autres qui ont été listés comme étant prioritaires. Mais le problème est aussi de manière très concrète. Quand bien même vous êtes prioritaire, vous avez des longues files d'attente, vous avez des accès difficiles pour des camions poids lourds. Quand bien même vous avez un accès avec des réservoirs, des stations-service avec des accès pour les camions poids lourds possibles, eh bien, ces camions se trouvent rationnés, empêchés parfois d'accès. Donc, il y a souvent des discriminations, des empêchements de travailler pour nos chauffeurs poids lourds. Donc, si vous avec voulez, des conséquences que vous voyez clairement ou pas? Est-ce que, par exemple, oui, il y a des supermarchés qui sont moins achalandés? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Alors, les conséquences d'abord immédiates sont celles du surcoût pour nos entreprises. Il faut passer parfois des heures entières à mobiliser des chauffeurs poids lourds pour aller chercher du carburant. Après, vous avez les surcoûts induits, c'est-à-dire que les circuits de distribution sont parfois revus, sont parfois rationalisés, sont minimisés pour permettre de tenir. Vous avez aussi des difficultés pour nos salariés. Ceux qui viennent travailler sur les sites de départ où se trouvent nos camions prennent plus de temps, eux-mêmes ont des difficultés à trouver du carburant. Donc, si vous voulez, vous avez un ensemble de coûts
immédiatement induit par ces difficultés de rationnement auxquelles nos entreprises doivent aujourd'hui faire face et qui en même temps manquent de lisibilité. Que disent les Français alors, Bernard Sananès? Pour l'instant, parce que dans un conflit social, il faut suivre comment l'opinion évolue. On va voir si elle évolue dans un sens ou dans un autre. Pour l'instant, quand nous avons fait notre enquête mardi et mercredi pour BFM TV, nous avions un mouvement qui était moyennement soutenu et des Français qui étaient assez partagés. C'est une question qu'on pose à tous les mouvements sociaux, donc on a un peu d'historique. On avait 42% des personnes interrogées qui approuvaient, soit parce qu'elles exprimaient du soutien, 18%, moins d'un sur 5, soit de la sympathie pour un quart, 40% qui désapprouvaient. Alors, vous voyez, les deux blocs sont à peu près égaux, mais ce qui est vrai, c'est que quand on compare sur notre échelle dont je vous parlais, c'est pour l'instant un mouvement qui est moyennement soutenu. Quand on compare, par exemple, le dernier mouvement des policiers ou le début du mouvement des Gilets jaunes, on était à 70% d'approbation. En France, il y a une tradition, on soutient toujours plutôt les mouvements. L'opinion a déjà bougé sur la réquisition. Quand nous avons fait notre enquête, on était à peu près à 50-50 sur la réquisition. Les sondages publiés par nos confrères hier montrent qu'on est plutôt aujourd'hui à 60 ou 65%. En fait, pourquoi on est partagé? On est partagé parce qu'il y a deux mouvements qui se confrontent. Il y a au sein du salariat ce que j'appellerais, la solidarité du caddie, c'est-à-dire face aux menaces sur le pouvoir d'achat, on considère que cette grève est utile pour les salaires, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et puis il y a la galère à la pompe de l'automobiliste, et notamment des mêmes milieux populaires, des classes moyennes qui ne vivent pas dans les centres-villes, qui ont besoin de prendre leur voiture, et qui donc sont particulièrement impactés par la crise. Et c'est cette opposition, confrontation entre ces deux contrainte qui fait que l'opinion est aujourd'hui partagée. Sophie Binet, alors je le disais, il y a un appel à une mobilisation interprofessionnelle. Je fais bien la différence pour l'instant parce que je pense qu'elle est importante, ça ne veut pas dire une grève générale. Oui. Mais est-ce que vous souhaitez que ça en devienne une ? Le souhait, oui, parce que les revendications sont légitimes. Après, la CGT, dans toute son histoire, n'a jamais appelé à la grève générale parce que la grève générale, ça se décrète pas d'en haut, ça se construit par en bas. Donc mardi, on appelle l'ensemble des salariés à manifester et à faire grève pour dire que c'est les salaires qu'il faut augmenter, pas l'âge de la retraite. Et ce qui est sûr, c'est que le mouvement s'élargit puisque mardi, il y a Force ouvrière qui appelle également. Il y aura dans certains secteurs l'UNSA aussi, aux côtés de la FSU et de Solidaire. Et qu'on sait qu'il y a aussi des secteurs professionnels qui sont en train de rentrer dans la danse. Je pense par exemple aux centrales nucléaires, à la SNCF. Il y aura aussi des choses dans l'éducation nationale, dans les lycées professionnels. Bref, la colère est en train de monter sur la question salariale. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, Madame Binet? Je voyais que sur un dépôt, je crois, Force ouvrière s'est retirée du mouvement, laissant la CGT seule, parce que Force ouvrière considère que les propositions salariales qui ont été faites sont suffisantes en termes d'augmentation. Est-ce que la CGT ne se retrouve pas isolée dans ce propos? Eh ben non, justement, puisque là, ça s'élargit, puisque vous voyez qu'on a eu une première journée de mobilisation qui était le 27 septembre, qui était appelée par la CGT, FSU et Solidaire. Et là, pour cette journée de mardi, il y a Force ouvrière en plus et l'UNSA dans certains secteurs, avec des secteurs professionnels supplémentaires qui s'agglomèrent à cet appel de mardi. Donc, c'est pas du tout un isolement. Au contraire, la grève, elle s'élargit, la mobilisation s'élargit. Et en plus, il faut regarder ce qui se passe sur le terrain dans les entreprises et dans les branches. Par exemple, aujourd'hui, la CGC, la CFTC et la CGT ont pour la première fois décidé de faire un droit d'opposition dans la branche de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Parce que les augmentations salariales proposées par le patronat, c'était 0,8% pour la majorité des salariés. 0,8% dans une entreprise qui croule sous les bénéfices et sous les profits. Et ça, pour la première fois, une majorité d'organisations syndicales a décidé de faire opposition à cet accord. Donc vous voyez que la colère salariale, elle monte et que le mouvement s'élargit au contraire. Vous la craignez, Benjamin Haddad, cette colère ? Parce qu'il y a un contexte qui est compliqué, là, hein, pour le coup. C'est vrai que l'inflation, elle est galopante. Alors si la France est peut-être mieux protégée que d'autres pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner demain. Donc les Français, ils sont dans le dur. Et clairement, il y a un contexte inflationniste qu'on voit, mais je voudrais dire qui touche toutes les grandes économies aujourd'hui, qui touche nos voisins européens, qui touche les États-Unis. Aujourd'hui, la France est le pays d'Europe qui a l'inflation la plus faible grâce aux mesures que notre majorité a déjà prises. Le bouclier tarifaire qu'on a reconduit pour l'année 2023 qui permet de limiter très fortement les augmentations de prix de l'énergie et les chèques énergie pour les plus vulnérables. Le paquet pouvoir d'achat que notre majorité a voté cet été qui permet des revalorisations de minima sociaux, qui permet l'augmentation de la prime Macron qui est donnée aux salariés. Voilà, énormément de mesures. On entend effectivement ces Mais si c'est si bien, pourquoi est-ce qu'il y a des appels à la grève alors ? Mais vous savez, qui est sanctionné aujourd'hui par ces mouvements ? C'est les Français qui veulent venir travailler. C'est les infirmières, les personnels soignants, les policiers. Moi, je suis député de Paris. J'ai des gens qui conduisent pendant plus d'1 heure
pour venir travailler dans Paris, ils mettent des heures pour trouver du carburant, ça leur coûte plus cher, ça met plus de temps. Bon, c'est eux aujourd'hui qui sont sanctionnés. Alors, on a appelé au dialogue, parce qu'on entend aussi, quand des entreprises font des bénéfices mirobolants, évidemment que ça doit se traduire par une augmentation des salaires, mais dans les entreprises dont on parle là, Esso et Total, il y a eu un dialogue. Benjamin, attendez-moi, je vous interromps. Priorité au direct, parce qu'il y a des concertations en ce moment à Matignon. La Première ministre reçoit les chefs de parti. Je crois que Marine Le Pen est en train de sortir de Matignon. Sur le fond, je lui ai exprimé les solutions qui m'apparaissaient devoir être mises en œuvre pour pouvoir préserver justement notre système de retraite. Donc la problématique de la productivité, qui est très mauvaise en France par rapport à ses voisins, la problématique du taux d'activité des jeunes, qui est 10 points inférieur à la moyenne de l'OCDE. Voilà l'ensemble de ces sujets, la natalité dont on ne parle jamais, mais qui est essentielle pour que notre système par répartition puisse avoir un avenir. Mais je lui ai également exprimé mon inquiétude sur le calendrier qui est choisi. Le moment est difficile pour les Français, voire très difficile. Il va peut-être être encore plus difficile dans les semaines qui viennent. Et vouloir à toute force mettre en œuvre cette réforme des retraites alors que la période est très compliquée déjà sur le plan du pouvoir d'achat, peut-être la sera-t-elle également très difficile demain sur le plan de l'emploi, car on voit bien que certaines entreprises, avec le prix de l'énergie, vont avoir beaucoup de contraintes. Ça m'apparaît déraisonnable. Quelle réponse vous avez eue ? Je ne crois pas qu'ils souhaitent changer leur calendrier en fonction de ce que j'ai pu dire. Mais voilà, il est aussi de mon rôle de chef de l'opposition de le dire. Est-ce que vous avez parlé des carburants ? Quel message vous faites passer au gouvernement sur ce sujet ? J'ai exprimé qu'il y avait manifestement, en plus de la pénurie, un problème de spéculation auquel le gouvernement a énormément tardé à s'attaquer. Donc il faut qu'il s'y attaque maintenant, rapidement. Avec du coup cette annonce, donc on vous en parlait tout à l'heure, une reprise normale pour les automobilistes prévue pour, nous dit-on, la semaine qui vient. C'est le même élément de langage encore ce soir. Oui, mais enfin je vous dis, c'est très long. C'est très long parce que non seulement il y a une pénurie, mais de surcroît, un certain nombre de stations ont perdu la raison. C'est-à-dire que ce matin, moi j'ai encore vu du gazole à 2,46 €. Enfin, je veux dire, c'est inabordable pour les Français. Donc il faut vraiment que le gouvernement mette tout en œuvre pour extrêmement rapidement, puisqu'il n'a pas été capable d'anticiper, comment il soit capable de résoudre le problème dans des délais qui soient les plus brefs possibles. Milieu de la semaine prochaine, ça fait loin. Comment vous qualifieriez justement Réponse de Marine Le Pen au prix de l'essence. Elle vous parle directement, enfin pas vous, Benjamin Haddad, mais la majorité. Oui, mais encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est dans une situation où le gouvernement a demandé aux entreprises de mener ce dialogue sur l'augmentation des salaires, puisqu'on a des entreprises qui font des bénéfices très importants, donc c'est normal effectivement que la valeur ajoutée soit mieux partagée. Mais dans les entreprises dont on parle, soit Esso ou Total, vous avez aujourd'hui un accord qui a été signé avec les syndicats majoritaires pour des augmentations de salaire de 7%, des primes entre 3 000 et 6 000 euros. Les syndicats majoritaires sont mis d'accord avec l'entreprise et la CGT aujourd'hui le rejette. Donc il faut parfois savoir mettre fin à une grève. La grève, ce n'est pas le blocage par des mouvements minoritaires. Qui sanctionne qui ? Encore une fois, les Français qui ont envie d'aller travailler. Donc là, nous, on appelle aussi à l'esprit de responsabilité de chacun. On est effectivement face à une situation inflationniste que tous les pays européens connaissent. La France n'est pas une île, il faut aussi regarder. Il faut prendre des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Il faut que les entreprises s'engagent. Mais quand elles s'engagent et quand vous avez des syndicats majoritaires qui ont choisi la voie du dialogue et de l'apaisement, là, je crois qu'à un moment, il faut être capable de sortir de la crise. Sophie Binet. C'est ça. Non, mais le problème à Total, c'est d'abord que la direction a mis 3 semaines à accepter d'ouvrir des négociations qui sont ouvertes seulement hier à 20h, et ensuite que la proposition qui est faite par la direction n'est pas sérieuse, puisque ce qu'ils proposent, c'est pas 7%, c'est 5% d'augmentation pour tout le monde. Le reste, c'est des augmentations individuelles, donc ça veut dire qu'il y en a qui les auront pas. Et surtout, en fait, le problème central, c'est la date. C'est que ces augmentations interviendraient au 1er novembre, et donc ça veut dire que lissé sur tout 2022, ça fait seulement 1% d'augmentation pour toute l'année, puisque l'augmentation ne serait effective qu'au 1er novembre, alors que je rappelle qu'il y a 6% d'inflation pour l'année 2022. Et encore une fois, qu'on n'est pas dans n'importe quelle entreprise. Le patron, c'est lui-même 52%. Les bénéfices et les profits explosent. Et si on compare le montant global des dividendes avec le montant de la masse salariale, il y a
autant de dividendes qui sont versés que de salaires. Cette grève, c'est une grève d'intérêt général parce que si les salariés de Total n'obtiennent même pas le maintien de leur pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça va être pour les autres? Donc c'est ce raisonnement-là. C'est pour ça que le but, c'est de tirer tout le monde vers le haut. Emmanuel Aniston, je le disais en vous présentant, c'est votre cœur de métier, j'allais dire. Vous êtes grand reporter, vous suivez les contestations sociales, les mouvements sociaux, etc. Comment est-ce que vous analysez ce qui est en train de se passer? Parce qu'il y a une forme de contestation qui monte quand même depuis un moment. En fait, on est dans une situation sociale explosive, on le sait tous, bien plus qu'en 2018, lorsque les Gilets jaunes sont arrivés. Donc, on attend depuis la rentrée, on attend en fait, on sait que des explosions risquent d'arriver, que des gros mouvements de mécontentement risquent d'arriver, et cet appel à la grève est une première étape, vraisemblablement. Ce qui est original par rapport à ce qui s'était passé auparavant, c'est que ce sont les syndicats qui, cette fois-ci, montent en première ligne. Des syndicats qui, jusqu'ici, avaient plutôt perdu de pouvoir dans la possibilité de mobiliser les populations. Jusqu'où vont-ils cristalliser ? Est-ce que c'est un appel de la grève qui va simplement se résoudre par quelques augmentations de salaire pour quelques salariés de quelques entreprises, mais qui ne laisseront pas et ne répondront évidemment pas aux problèmes beaucoup plus général auquel on assiste avec cette inflation? Et je vois bien, moi, sur les réseaux contestataires, de Gilets jaunes, etc., que ces questions se posent. C'est-à-dire que, globalement, ils vont venir dimanche à l'appel de la manifestation de la NUPES et de la France Insoumise. Ils vont venir mardi, pour certains, à l'appel des syndicats. Mais il y a aussi beaucoup de méfiance en disant le problème, ça n'est pas simplement de résoudre le salaire de quelques-uns, mais bien de répondre au problème de l'augmentation des prix des matières premières, de l'énergie, et plus largement d'une crise beaucoup plus démocratique, en fait, beaucoup plus complète. Donc ils disent profitons de ce moment pour envoyer un message, pour mettre un pied dans la porte, pour profiter de cette émergence, qui s'appelle une émergence, on voit ce mot-là, d'un mouvement contestataire. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'il va être résolu simplement à coup de quelques augmentations, mais ça ne fera que reporter le problème. En fait. Sur les Gilets jaunes, et vous l'avez parfaitement documenté, il y avait aussi beaucoup de colère. Est-ce que là, vous diriez qu'il y a de la colère aussi, ou est-ce que c'est, j'allais dire, une autre forme d'expression? Il y a de la colère. Il y a de la colère rentrée, c'est-à-dire que on a vu que la manifestation n'était pas une solution, qu'elle ne résolvait rien, et que finalement tout ça aboutit à une impasse pendant toutes ces années de violence, d'ailleurs, de montée de la violence des deux côtés. Voilà. Donc les gens finalement se sont résignés. Il y a une forme de résignation. Il y a eu en tout cas ces derniers temps, et là je pense que beaucoup de gens dans ce qu'on voit et ce qu'on entend attendent des signes de se dire ok, on y va, voilà. Attendent un mouvement qui soit suffisamment fort pour dire cette fois-ci on va reprendre le risque de perdre son salaire, de descendre dans la rue et de tout ce qui est évidemment très très risqué. Oui, la société française elle est marquée par une grande fatigue et une grande lassitude. Il y a eu d'abord la crise Covid, qui n'est pas finie d'ailleurs. Il y a bien sûr ensuite la situation en Ukraine qui menace beaucoup de gens, qui inquiète, qui angoisse. Et puis il y a le mouvement sur les prix avec annoncé les questions énergétiques, mais le sujet du pouvoir d'achat qui depuis un an, vous le savez Jean-Baptiste, est nettement en tête des préoccupations des Français. D'ailleurs, quand on regarde l'indicateur des fins de mois qu'on suit chez Elab, on voit bien que cet indicateur, entre la part des Français qui bouclent leur fin de mois sereinement et la part des Français qui bouclent des fins de mois en se restreignant, elle retrouve aujourd'hui une situation proche du mouvement des Gilets jaunes. On est à 55% des personnes qui bouclent leur fin de mois sereinement, mais seulement une minorité en épargnant. 45%, c'est 10 points de plus qu'au début de l'année 2021, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois sereinement. Et donc cette question du pouvoir d'achat, cette pression inflationniste, évidemment, elle rappelle, elle a ce point commun, évidemment, qui est la colère par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Il y a une différence. Le mouvement des Gilets jaunes a d'abord été est né d'une colère contre l'État, contre une mesure prise par le gouvernement d'époque, la taxe carbone, contre un ras-le-bol fiscal. Là, il y a une demande sociale qui s'adresse d'abord aux entreprises. Ça, c'est la première différence. La deuxième, pour l'instant, dans l'opinion, on verra comment ça évolue, c'est que dès le début des Gilets jaunes, les retraités, notamment les retraités modestes, étaient très largement en soutien de ce mouvement. Ce n'est pour l'instant pas le cas du mouvement sur les carburants. Comment ça va se passer chez les transporteurs routiers ? Parce que ça, alors pour le coup, dans toute mobilisation sociale, c'est, j'allais dire, la crainte un peu de tout le monde que les routiers disent bon,
Nous, on arrête, on fait grève aussi. Ça va leur donner des idées. Bah, je sais pas, je vous pose la question. Non, mais alors, je vais vous dire très franchement, ce qui m'a frappé dans les différentes interventions, c'est le terme d'intérêt collectif. Pour le transporteur routier que je suis, et puis la représentation que nous avons, aujourd'hui, c'est important qu'on puisse bien visualiser que l'intérêt collectif, aujourd'hui, il passe par le dialogue social, il passe par l'échange, il passe par la construction. Et quand on a un échec tel que celui qu'on peut constater, c'est vrai qu'à terme, ça impacte l'ensemble de nos concitoyens. Et nous, en tant que transporteurs routiers, on est immédiatement affectés. Le niveau de stress, le niveau de difficulté auquel nos entreprises, nos salariés, nos chauffeurs doivent faire face aujourd'hui est extrêmement élevé. Pour autant... Est-ce que vous les sentez mécontents? Est-ce qu'ils vont descendre dans la rue? Mais attendez, je vais vous dire, la difficulté aujourd'hui n'est pas de savoir comment on va mobiliser et bloquer les routes, c'est pas notre objectif. La difficulté est d'abord de savoir comment nous allons pouvoir fonctionner dans un esprit de responsabilité. C'est réellement aujourd'hui la première question qui se pose. La seconde, c'est une fois que, et on l'espère, les choses se débloquent, il va falloir sur le plus long terme réellement fixer les choses sur les questions de prix du carburant, notamment les questions de protection des transporteurs routiers qui sont évidemment, chacun le sait, mais il faut le rappeler, vitaux, stratégiques, essentiels. Donc voilà, on a des vrais sujets à mettre sur la table et on a des vraies questions à poser dans les prochains mois, une fois que les 30 centimes, par exemple, vont disparaître. Que va-t-il se passer pour les professionnels rouleurs? Un dernier mot, le temps file. Sophie Binet, est-ce que les vacances sont menacées? Ça, c'est le patronat et le gouvernement qui le diront. En fait, le problème, c'est qu'il y a un déclassement salarial massif. Je rappelle que les cadres ont perdu 3,7% de salaire en un an en euros constants et que dans le même temps, les dividendes battent des records puisque les dividendes ont augmenté de 33% par rapport à l'année dernière. Nous, on a deux demandes face au gouvernement et au patronat. La première, c'est qu'il faut un Grenelle des salaires. Il faut effectivement pas parler salaire entreprise par entreprise parce que tout le monde n'a pas le même rapport de force. Il faut augmenter le SMIC qui suffit pas pour vivre et il faut mettre en place une échelle mobile des salaires pour que les salaires augmentent automatiquement avec les prix. Et la deuxième chose, c'est évidemment la réforme des retraites. Dans le contexte actuel, on voit bien que ça n'est pas sérieux de faire une réforme des retraites. Ce sera un autre débat impose de reporter que l'on a déjà eu, départ. Sophie Binet, et que l'on aura à nouveau en longuement sur ce plateau, bien évidemment. Il faut la retirer. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 d'avoir été avec moi ce soir dans cette émission. Ronald Guintran, j'arrive dans un instant. Je vous retrouve demain à 13h.